Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Bien, bonjour Dave Noël, nous sommes ravis de vous accueillir ici pour cette nouvelle émission. Merci pour l'invitation. Alors aujourd'hui, nous vous recevons parce que vous venez de publier un nouveau livre, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, donc sur Chartier de Lotbinière. Voilà, ce livre, il est sorti il y a combien de temps? C'est en septembre, Oui, voilà, c'est récent. aux éditions Boréal. Ce livre, quelque part, fait un peu la suite de votre précédent ouvrage sur Montcalm. Alors, on a vraiment envie de savoir, évidemment, qui est ce personnage, mais avant toute chose, pourquoi vous avez écrit ce livre sur ce personnage et sur quelle source vous êtes basé finalement? Oui, ben, les deux sont liés en fait dans la réponse parce que c'est un livre qui n'était pas prévu, c'est un projet qui s'est imposé de lui-même. C'est qu'en fait, on m'a signalé que Lotbinière, donc un ingénieur de l'armée de Montcalm, avait laissé un journal personnel à New York, donc conservé aux archives là-bas, qui était inédit, donc qui n'avait jamais été vraiment utilisé par qui que ce soit. Donc, j'ai décidé d'aller à New York en 2019, vérifier, consulter le document. Et là, évidemment, c'est très touchant parce que le document, c'est l'original, il y a des ratures, il y a des taches, on voit différentes couleurs d'encre qui montrent que ça a été vraiment utilisé au jour le jour, que ce n'est pas une copie. Et là, évidemment, j'ai ramené des photos de ça et j'ai gardé ça chez moi jusqu'à la pandémie où là, j'ai décidé de travailler sur ce projet-là, d'autant plus que j'avais toute la matière déjà pour travailler. Alors, vous pouvez nous dire concrètement à New York, il est où ce journal et pourquoi on n'en a jamais entendu parler avant? Oui, ben, il est à la Société historique de New York, donc près de Central Park, très bel endroit. Il est conservé là-bas pour une raison bien simple, c'est que Lotbinière est décédé à New York en 1798 et ses papiers se sont dispersés. Sa descendance a récupéré les papiers, ça s'est retrouvé un peu partout au Massachusetts et de fil en aiguille, il y a une partie qui s'est retrouvée à New York et qui est demeurée là-bas. Pourquoi ça n'a jamais été utilisé? Il y a différentes raisons, notamment le fait que c'est à New York, c'est peut-être un peu en dehors du réseau des chercheurs de la conquête. Souvent, quand on s'intéresse à la guerre qui a mené à la fin de la Nouvelle-France, on va à Paris, à Londres, à Ottawa, à Québec, mais un peu moins à New York. Et donc, ça a contribué à garder ce journal-là en dehors des chercheurs. Mais il y a quand même certaines personnes qui l'avaient consulté, dont Ageudius Fauteux. Dans son fonds d'archives à Montréal, il y a une copie d'une partie du journal de 1759 qui est conservée. Donc, lui, il est décédé assez rapidement, donc il n'a pas pu l'utiliser. Et par la suite, il y a une doctorante, Sylvette Nicolini, qui a fait un doctorat sur Lotbinière, une thèse qui a été soutenue en 1978. Et elle a consulté le journal de New York, mais elle ne l'a pratiquement pas utilisé. Je pense qu'elle cite une phrase ou deux. Et ça, il y a une raison, moi, que j'explique comme étant la suivante, c'est qu'à l'époque, dans les années 70, on n'est pas dans l'histoire militaire, c'est une histoire qui est déconsidérée. Et le journal de Lotbinière, c'est essentiellement un journal d'histoire militaire où il raconte ses campagnes, il raconte la bataille des Plaines d'Abraham, le siège de Québec. Donc, je crois que c'est un peu pour ça que ça n'a pas été davantage publicisé, là. Alors donc, je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Dave Noël, que Dave, vous êtes historien, mais aussi journaliste au Devoir. Et vous avez parlé de Fauteux, évidemment, Société historique de Montréal. Donc là, on a un de nos anciens présidents, un des plus prestigieux, n'est-ce pas? Parce qu'il a beaucoup contribué à écrire notre histoire, hein, on en a parlé plusieurs fois. Et effectivement, là, aujourd'hui, donc, nous vous recevons pour parler de votre nouvel ouvrage sur Chartier de Lotbinière. Donc là, vous avez mis la main sur ce journal. Est-ce qu'il est complet? Est-ce qu'il manque des choses? Oui, ben c'est ça, c'est c'est un peu le drame, c'est que dans le fond, à New York, on a deux carnets du journal de 1759. En fait, il y en a un qui commence même fin 58 et qui se rend jusqu'au début juillet 59. Et ensuite, il y a une pause et le journal reprend le 30 août 1759, donc vers la fin du siège de Québec, qui oppose Wolfe et Montcalm. Et il se termine fin octobre 59. Donc, on a vraiment deux cahiers. Il manque un cahier central qui est disparu visiblement. Et voilà, c'est incomplet, mais en même temps, je pense qu'il faut voir le bon côté des choses, il faut voir le verre à moitié plein. On a vraiment beaucoup d'éléments dans ces deux cahiers-là. Et donc, vous pensez qu'il manque quel pourcentage à peu près du récit complet? Pour 59, évidemment, il manque
presque la moitié. Donc, mais évidemment, c'est ça, surtout la partie, parce que le siège de Québec commence le 27 juin 59 et se termine le 18 septembre 59. Donc, il manque vraiment tout le mois de juillet et tout le mois d'août, finalement. Mais au moins, on a septembre qui est là où le dénouement se situe. Alors, ce personnage, Lotbinière, on le situe comment en fait c'est sûr que c'est pas le personnage le plus connu de notre histoire. Comment vous le situez par rapport à un Montcalm ou un Vaudreuil? Oui, ben lui, évidemment, c'est ça, c'est un ingénieur pour la partie centrale de sa vie. C'est pas un officier général, il commande pas d'armée, mais il a quand même un rôle très important. Donc, c'est ça, pour résumer, c'est un homme qui est un natif de Québec. Il est né à Québec en 1723. Il est issu d'une famille de magistrats. Mais lui, par contre, rapidement, il s'en va dans les troupes de la marine et il fait carrière comme bas officier et jusqu'à temps où il décide d'aller vers le métier d'ingénieur. Il va en France se former, il revient juste à temps pour la guerre de la conquête. Et là, donc, il a un rôle important parce qu'on lui confie des missions considérables par rapport à son expérience. Et c'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui est plus près du terrain. Donc, il a des relations avec d'autres officiers, parfois acrimonieuses. Mais donc, il est vraiment sur le terrain. Et c'est un point de vue différent de Montcalm, parce que Montcalm, il dirige des troupes, il a des enjeux stratégiques, tactiques, tandis que lui, on lui demande de construire notamment le fort de Carillon au sud du lac Champlain, donc sur la principale route d'invasion du Canada de l'époque. Et ça le met vraiment au cœur de l'action et ses décisions ont des impacts sur l'ensemble de la campagne. Nous allons revenir tout à l'heure sur le fort de Carillon, mais juste avant ça, est-ce que vous pourriez nous parler de ce qui est assez fascinant dans votre ouvrage, c'est quand vous parlez de l'Acadie et ce qui s'y passe, il y a vraiment, comme c'est un personnage un peu de second plan, on a une autre vision de l'Acadie à cette époque, et j'ai trouvé ça vraiment passionnant. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu le contexte de ce qui se passe à ce moment-là pour lui? C'est ça, l'Acadie, en fait, ça se déroule pendant la guerre de succession d'Autriche, donc en 1746, il est envoyé en Acadie dans le cadre de l'expédition du duc d'Anville. Et donc, il accompagne le corps expéditionnaire. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'il commence à rédiger son journal. Parce que, en fait, Lotbinière a tenu un journal de 1746 jusqu'à sa mort en 1798. C'est un journal personnel. Il note au jour le jour ce qu'il vit. Et c'est vraiment cette expédition-là qu'il fait à l'âge de 23 ans qui l'incite à prendre des notes. Et une habitude qu'il va conserver jusqu'à la fin. Donc, et il raconte l'expédition, il raconte comment les Acadiens se comportent par rapport au corps expéditionnaire canadien, entre guillemets. Ils hésitent un peu parce qu'ils sont sujets britanniques. Ils ne veulent pas trop s'engager parce qu'il y a des conséquences si ça ne fonctionne pas, mais ils le font quand même. Et à la suite, donc au terme de cette campagne-là, quand l'armée finalement la troupe de Ramsay, qui est le commandant, se replie, là on voit le drame des Acadiens qui sont abandonnés en quelque sorte à leur sort. Oui, tout à fait. Et il y a une scène vraiment assez incroyable où le corps expéditionnaire arrive au moment d'une noce. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, c'est ça, c'est dans le journal de Lotbinière. Et aussi un autre journal qui a été tenu à l'époque par un autre officier, c'est que la troupe donc progresse vers Port-Royal, qui s'appelle aussi Annapolis-Royal. Et donc, ils font une pause dans un village du bassin des Mines. Et il débarque dans une maison où il y a une noce acadienne, donc un mariage, et en fait la fête qui suit la noce, évidemment. Et là, il débarque là, ils prennent des informations sur les troupes qui se trouvent à proximité, et donc ça les aide à organiser l'attaque de cet endroit-là, et c'est vraiment une victoire totale. Là. C'est vraiment un bel exemple de petite guerre qui fonctionne. C'est pas toujours le cas, parce que la petite guerre, c'est pas une panacée, ça peut fonctionner, mais aussi ça peut rater sa cible complètement, mais dans le cas présent, ça a été très profitable. Et justement, il y a aussi dans cet épisode-là, on voit la façon dont Lotbinière décrit un peu son action et son impact, et on a le sentiment dès ce moment-là qu'il y a comme un décalage avec la réalité, quoi, que il va se mettre évidemment en avant dans son journal. À petite échelle au départ, mais avec les années, il va de plus en plus exagérer son rôle ça va atteindre des proportions énormes, surtout dans la seconde moitié du siècle. Mais dès ce moment-là, oui, il se donne le bon rôle, il
il prétend avoir pris d'assaut une maison qui était fortifiée, alors que c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Mais donc, voilà, d'où l'importance de comparer le journal de Lotbinière aux autres relations qu'on connaît, là. Oui, c'est le travail notamment que vous avez mené, évidemment. Est-ce que quand on regarde ce journal sur le papier, c'est compliqué à lire ou c'était assez abordable? Bon, on s'habitue à la calligraphie de l'auteur, évidemment, mais c'est sûr que lui, sa particularité, c'est qu'il écrivait jusque dans les marges, il économisait le papier. C'est très touffu, puis il y a une pensée aussi très brumeuse. Donc, des fois, il faut vraiment relire plusieurs fois un segment pour comprendre de quoi il parle. Voilà, mais c'est ça, c'est des moments. Comme je l'explique à l'introduction, c'est un journal qui, sa valeur, elle vient de sa masse. Il a vraiment produit beaucoup d'écrits et à travers ça, il y a des moments fabuleux, puis on découvre beaucoup de choses. Alors, vous parliez tout à l'heure de Carillon, donc là on en a fini avec l'Acadie, ça finit assez mal. Là, Carillon, est-ce que vous pouvez nous expliquer donc le fort de Carillon, en quoi Lotbinière est impliqué là-dedans? Oui, donc c'est ça, on est en 1755, c'est le début de la guerre de la conquête. Et là, Vaudreuil le charge de construire un fort au sud du lac Champlain, parce qu'il faut comprendre que les forts qui avaient été conçus dans les années précédentes étaient conçus pour un autre type de guerre, une guerre où l'artillerie était moins puissante, celle qu'on amenait aux frontières. Et puis là, il faut complètement reconstruire les fortifications. Et d'ailleurs, tous les forts de la frontière vont être faits, dont Niagara. Frontenac va être amélioré, mais pas suffisamment pour qu'il tienne. Mais donc, Carillon, c'est dans ce cadre-là qu'il est construit. Et il est construit à la jonction de deux portages qui mènent au fleuve Hudson, donc à la province britannique de New York. C'est vraiment une frontière importante. Et c'est là que se déroulent la plupart des combats de la guerre de la conquête jusqu'à 1759, où là, ça se transporte au cœur de la colonie. Mais donc, le fort de Carillon, c'est là que, en début de campagne, les campagnes durent habituellement de début juin à octobre, et là, les troupes se rassemblent. Et ce fort-là, ça sert de point d'appui pour les armées. C'est pas une barrière, là, c'est un fort qui contient à peu près 400 soldats de garnison maximum. C'est un petit fort quand même, mais c'est le standard des forts de la frontière. Et puis, donc, c'est ça, c'est une position importante, mais qui va quand même compromettre un peu l'armée, parce que sur la frontière, il n'y a pas d'habitants qu'on peut conscrire pour construire des ouvrages. Les manœuvres, on les prend dans l'armée directement, et ça immobilise une partie des troupes pendant 3 campagnes, donc de 1755, plus vers la fin, mais 56, 57 et 58, l'armée est mobilisée pour construire ce fort-là, et le parachever, c'est très long. Pourquoi on a besoin vous dites, on a besoin de forts pour stocker les munitions, et pourquoi, qu'est-ce qu'il y a comme enjeu autour de ça? Bien évidemment, on est sur une frontière qui n'est pas vraiment habitée, fréquentée par les Autochtones, mais pas de façon assidue. Et puis, les troupes, il y a un enjeu de stocker les vivres, stocker la poudre noire qui est très sensible à l'humidité. Donc, ça prend des poudrières. Il faut tenir compte que constamment, l'ennemi peut envoyer des troupes légères, des Rangers, par exemple, avec les Agnés, donc qui sont devenus les Mohawks par la suite, et qui font des attaques surprises. Donc, il faut protéger ces infrastructures-là. Et puis, il y a aussi l'hôpital de campagne qui est construit. Donc, c'est nécessaire d'avoir une structure. En même temps, le fort de Carillon, Lotbinière, c'est son premier chantier qu'il mène comme ingénieur indépendant. Et il est très perfectionniste, donc il va vraiment travailler minutieusement sur ce projet-là, alors qu'un ouvrage peut-être plus léger aurait pu faire le même travail, remplir le même objet. Mais donc, c'est ça, c'est un poste qui est très important et qui va avoir des conséquences non seulement sur la guerre de la conquête, mais sur la Révolution américaine, parce que le fort va survivre à la conquête, il va être rebaptisé Ticonderoga, mais les choix que Lotbinière fait en 1955 ont des impacts jusqu'aux années 1775-76, quand les Américains et les Britanniques vont se disputer ce même fort-là. Oui, tout à fait. C'est ça qui est fascinant aussi dans votre ouvrage, c'est qu'on va balayer beaucoup de périodes et des périodes charnières avec de grandes conséquences. On y reviendra dans la seconde partie parce que, évidemment, donc le fort de Carillon, il y a aussi la bataille, la fameuse bataille très célèbre. On en a déjà parlé d'ailleurs sur ces ondes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce fort est impliqué dans cette bataille? Oui, ce qui est intéressant, c'est que le fort est impliqué, mais indirectement, parce que, justement, comme l'armée de Montcalm ne peut pas prendre position dans le fort et défendre, il doit camper à côté du fort dans un camp retranché. Et on décide d'établir ce camp-là sur une espèce d'hauteur qui domine le fort, à portée de canon, sur les hauteurs de Carillon. Et c'est là que Montcalm fait abattre pratiquement une forêt complète pour faire un abattis, donc des rondins empilés à l'horizontale, surmontés de sacs de sable. Et devant,
on laisse des branches en coupant les pointes des branches vers l'ennemi pour faire un effet de barbelé, dans le fond. Et puis, c'est là que Abercrombie va arriver avec ses 16 000 hommes. Montcalm en a à peu près 4 000, donc beaucoup plus nombreux. Et les repousser, c'est vraiment une victoire qui paraît miraculeuse pour l'époque, mais qui s'explique quand même. Et puis, donc, le fort, lui, il est en seconde ligne, derrière, et il n'est pas vraiment touché par le combat. Finalement, la bataille de Carillon se déroule devant Carillon, mais il n'est pas vraiment... il sert plus de poste de repli si jamais ça tourne mal. Là, il aurait eu un rôle à jouer, mais ça ne s'est pas rendu là, donc... pour l'armée de Montcalm. Donc là, quand on juge le travail de Lotbinière, finalement, c'est un regard un peu dur parce qu'on se dit qu'ils ont perdu beaucoup de temps et d'énergie sur ce fort qui, directement, ne sert pas dans la bataille. Non, et d'ailleurs, en 1759, quand donc Montcalm, l'armée, se concentre à Québec, il y a une armée qui est à Carillon à ce moment-là, qui affronte d'ailleurs l'armée du célèbre général Amherst, et Bourlamaque, qui commande la troupe, lui, se replie, il abandonne le fort, alors qu'il a quand même à peu près le même nombre de troupes que Montcalm avait, mais on décide qu'on considère qu'on ne pourra pas refaire le même coup aux Britanniques de la même façon, qu'ils vont être beaucoup plus organisés que Abercrombie l'avait été. Et là, on fait sauter le fort, mais évidemment, il n'explose pas complètement. Là. Il y a des bâtiments qui sont détruits, mais il va pouvoir être réparé. Et le fort est abandonné aux grands dames de Lotbinière, d'ailleurs, qui ne comprend pas qu'on ait pu abandonner son fort. Donc, il était vraiment attaché à cette construction. Oui. Et d'ailleurs, c'est ça, comme je disais tantôt, quand les Américains vont l'abandonner en 1777, il va être outré, encore une fois. Là. Il était fier de son ouvrage. Oui. Alors, là, on se dirige, hélas, vers la fameuse bataille des Plaines d'Abraham. Alors là, Lotbinière, qu'est-ce qu'il est devenu donc, après cette construction-là? C'est quoi son nouveau rôle? En fait, Lotbinière, c'est un ingénieur. Lui, il espérait devenir ingénieur en chef de la Nouvelle-France, comme son beau-père, Chosgros de Léry. Malheureusement pour lui, en 1957, la Cour préfère Pont-le-Roi, qui est un ingénieur qui a beaucoup plus d'expérience que lui. Et là, il le vit très mal, il est très amer. Il développe plein de projets. Là, il menace même de quitter le métier, mais finalement, il reste. Et donc, en 1958, quand Pont-le-Roi, parce que Pont-le-Roi est nommé en 1957, mais il faut attendre 1958 avant qu'il arrive sur la frontière. Et là, Lotbinière, rapidement, il décide de revenir à Québec. Il prétexte une maladie. Et puis, donc, en 1959, il est vraiment mis de côté par Pont-le-Roi. Vaudreuil le sauve un peu en lui donnant des mandats de construire des ponts de retraite sur des rivières Etchemin, Chaudière, Cap-Rouge, Jacques Cartier. Donc, c'est vraiment des ouvrages qui doivent servir, si jamais l'armée est battue devant Québec, on va pouvoir se replier par ces ponts-là. Et donc, l'époque impliquée dans la fortification de la périphérie de Québec immédiate. Et pour lui, c'est une forme d'humiliation. Et là, il décide de se rabattre sur sa compagnie parce qu'il est ingénieur, mais également capitaine dans les troupes de la marine. Mais il n'exerçait pas vraiment ce rôle-là. Il était vraiment tellement occupé avec le fort de Carillon et sa cantine, d'ailleurs. Mais là, en 1959, il reprend sa compagnie, mais pour 24 heures, parce que Vaudreuil le prend et lui demande de devenir son principal aide de camp. Donc, un aide de camp, ça a un rôle très important pour l'époque. C'est un messager. Il doit comprendre ce que son supérieur lui dicte comme ordre pour le livrer et l'adapter dans les circonstances. Parce que quand on part du point A avec un ordre et qu'on arrive au point B, souvent la situation a pu évoluer. Donc, un aide de camp, c'est un rôle très important. C'est comme une lettre vivante. Et puis, lui va faire ça tout le long du siège de Québec de 1959, jusqu'à la bataille des Plaines d'Abraham. Alors justement, donc là, on a cette aide de camp, on a ce journal. Donc, est-ce que, à travers le journal et l'analyse que vous avez pu en faire, est-ce qu'on entrevoit une autre perspective sur la bataille des Plaines d'Abraham? Oui, c'est surtout il y a beaucoup de points de détail, parce qu'évidemment, on a beaucoup de récits sur le siège de Québec de 1959. Les gens qui ont assisté à cet événement-là ont souvent eu tendance à laisser des écrits parce qu'ils savaient qu'ils vivaient un moment important. Et Lotbinière, donc, son journal permet de préciser des événements et comprendre, par exemple, le matin de la bataille des Plaines d'Abraham, quand on apprend que Wolfe est débarqué à L'Anse-au-Foulon, lui, il est avec Vaudreuil, et donc, ce qu'il décrit, ça permet de voir qu'est-ce que Vaudreuil sait, et par exemple, ça va contredire certaines affirmations que le gouverneur va faire par la suite dans son grand mémoire bilan de la campagne.
Donc, c'est très intéressant. Et surtout, il décrit donc l'arrivée de Vaudreuil en calèche sur les plaines d'Abraham. On le voit arriver et Lotbinière, lui, il débarque de cheval pour aller voir comment ça se passe, le combat que tout le monde sente qu'il va arriver bientôt. Et il arrive à la toute fin de la bataille, au moment de la retraite. Et là, il est emporté par le flot de fuyards. Et donc, il retourne vers le gouverneur. Et là, de fil en aiguille, il va retraiter vers Beauport. Mais cet épisode-là est vraiment fascinant parce qu'on voit vraiment l'impact qu'il a eu sur le gouverneur parce qu'il le conseille, il lui donne des options qu'il devrait faire pour comment réagir à la déroute. Et ça, c'est intéressant parce qu'il a vraiment l'écoute de Vaudreuil, ce qui fait de lui, dans le fond, Lotbinière, il a un impact qui va au-delà de son grade. Et ça, c'est important d'en tenir compte. Mais donc, voilà, c'est un journal fabuleux pour ça, pour les détails qu'il révèle sur la campagne. Est-ce qu'on a le sens du tragique quand on lit le journal et cette période-là, ou c'est assez froid comme description? Non, c'est assez imagé. Des moments des fois, peuvent être cocasses involontairement. Par exemple, Lotbinière est très préoccupé par sa retraite. Il va confier son cheval à un soldat pour être sûr de pouvoir le récupérer en revenant. Et donc, il est très prudent. Ça, Il n'a pas envie de mourir. Non, c'est ça. Contrairement, par exemple, à John Stone, qui est l'aide de camp de Montcalm, qui, lui, va revenir de la bataille avec, je pense, une demi-douzaine de balles dans son cheval et dans ses habits. Donc, on n'est vraiment pas dans la même exposition au danger, disons. En effet, oui. Alors justement, en parlant de danger, donc c'est un homme qui, on va le voir, va vivre de multiples vies, va avoir des multiples rôles. Et notamment, il y a un chapitre dans votre livre qui s'appelle Duelliste, n'est-ce pas? Et oui. alors, qu'est-ce que c'est cette histoire? Il a eu un duel? Oui, il s'est battu en duel. C'est assez fascinant parce que pendant que donc les armées de Wolfe et de Montcalm s'affrontent de part et d'autre du fleuve Saint-Laurent, Lotbinière trouve le temps de livrer un duel contre un collègue ingénieur qui s'appelle François Decaire, qui est un Français de 27 ans qui est débarqué au printemps avec les renforts. Et puis donc, il se brouille on ne connaît pas la raison, en fait, c'est pas indiqué. Mais on sait que Lotbinière perd son duel. Il va recevoir la pointe de l'épée de son adversaire dans l'épaule. Il y en a deux récits qui racontent ça, deux sources. Il y a une source qui se moque un peu de lui en disant on sait bien, il va passer le reste de la campagne au lit, laissant entendre qu'il va un peu exagérer sa douleur. Mais en fait, c'est ça. Apparemment qu'il a été blessé assez gravement, mais il revient rapidement quand même dans l'armée. Il reprend son rôle d'aide de camp. Là. On se moque beaucoup de lui, finalement. Oui, ben c'est ça. Beaucoup, Bougainville, par exemple, qui est au départ, c'est un aide de camp de Montcalm qui va devenir colonel. Lui, il se moque souvent de lui. D'ailleurs, souvent, il va l'appeler Monsieur L dans ses écrits. Et puis, c'est que Lotbinière avait une personnalité un peu particulière. Il parlait beaucoup, se mettait de l'avant. Il faisait des projets qui pouvaient paraître utopiques. Et d'ailleurs, un officier qui va dire à un moment donné, on croirait que M. de Lotbinière travaille en temps de paix. Parce qu'il ne réalise pas qu'il doit adapter. Un bon ingénieur doit savoir adapter ses projets aux ressources disponibles. Mais lui, il ne fait pas ça. Ça a été le cas à Carillon et ça a été aussi le cas à la Jacques-Cartier, où là, il développe un grand projet de fortification, mais qui ne tient pas compte du réel du tout. Là. Vous me disiez aussi que sur ces ponts, on se moquait aussi de ces ponts. Vous avez une belle anecdote, je crois. C'est le cousin de Bougainville. Décidément, les Bougainville n'aimaient pas beaucoup monsieur de Lotbinière. Donc, c'est Joseph de Vienne. Il écrit que Lotbinière a développé un concept de pont tellement novateur qu'au lieu de marcher sur le pont, on marche en dessous. J'aime beaucoup cette anecdote. D'ailleurs, on va en rester là pour cette première partie. Je vous rappelle que vous écoutez l'émission Notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Je suis Sylvain Lambroso, le vice-président de la Société historique de Montréal. Et aujourd'hui, nous avons la joie de recevoir Dave Noël, historien qui a signé un livre sur Lotbinière. Nous vous retrouvons juste après la pause musicale.
de retour après cette pause musicale. L'émission Notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal avec Dave Noël. Et nous parlons d'un personnage tout à fait particulier, Lotbinière. Alors, un personnage méconnu, mais que Dave a très bien illustré dans son ouvrage qui vient de sortir. Et donc là, nous étions restés sur la défaite des plaines d'Abraham. Pour autant, la guerre n'est pas finie, n'est-ce pas? Et donc Lotbinière va continuer à s'impliquer. Qu'est-ce qui va lui arriver après? Oui, mais donc, lui, à l'hiver 1759-60, il va aller à Trois-Rivières. D'ailleurs, c'est amusant parce que son duelliste, François Decaire, va passer aussi une partie de l'hiver à Trois-Rivières où il va se marier. Donc, on n'oubliera pas qu'à l'époque, c'était un bourg de 500 habitants, donc il devait se croiser dans les rues. Je serais très curieux d'avoir pu assister à ces moments-là. Mais donc, lui, au printemps 1760, il ne participe pas à l'expédition contre Québec. Il va écrire des mémoires proposant à Lévis, le successeur de Montcalm, des procédés d'attaque des remparts. Est-ce qu'on doit attaquer du côté sud ou du côté nord du rempart? Il y a un grand débat à l'époque de détaillé que je raconte. Lui, en 1760, il va plutôt être envoyé à la frontière du Richelieu, donc à l'île aux Noix, qui est une île qui est à l'embouchure du Richelieu et qu'on a fortifié dans le courant de 1759. Quand on a abandonné Carillon, Bourlamaque, le brigadier, s'est replié sur l'île aux Noix. Donc, c'est la nouvelle frontière. Et lui, il est envoyé là pour défendre la colonie aux ordres de Bougainville, qui est le colonel qui s'est le plus moqué de lui pendant la guerre de la conquête. Et là, il va passer tout l'été à développer les fortifications qui avaient été faites. Et justement, Bougainville va envoyer des lettres souvent à Bourlamaque lui demandant est-ce que c'est normal que Lotbinière soit aussi pointilleux dans le chantier parce qu'il est vraiment très particulier. Et au mois d'août 1760, c'est le siège du fort et qui va être abandonné dans la nuit un peu à la sauvette pour se replier sur Montréal, où là, Lotbinière va assister à la capitulation générale des troupes. Et comme il est militaire des troupes de la marine, il est rapatrié en France comme prisonnier de guerre. Il en parle dans son journal, ça? Oui, il en parle dans ses lettres plutôt, parce qu'on n'a pas le journal de 1760. Ah oui, moi, j'ai pu combler les trous avec les lettres, les mémoires, ce qu'on disait de lui un peu de tout bord, de tout côté. Mais donc, on n'a pas ça, mais on sait qu'il est rapatrié en France et il va s'installer à Paris jusqu'au traité de paix de 1763. Donc là, c'est la deuxième fois qu'il va en France, puisqu'il est un peu étudié. Oui, il est allé en 1750 jusqu'à 53-54. Et là, en 1760, il y retourne. Il va faire 8 fois la traversée de l'Atlantique dans sa vie. Et puis là, donc, quand il apprend la nouvelle que le Canada reste une colonie britannique, il quitte l'armée parce que les troupes de la marine ont été dissoutes. Et là, il doit faire un choix. Il pourrait rester là-bas, rejoindre les troupes de terre. Il aurait pu faire ça, mais il décide de revenir. Et il avait déjà 2 seigneuries. Et là, il en achète 5 autres parce qu'après la conquête, évidemment, il y a les seigneurs, beaucoup de seigneurs français, d'origine française, qui reviennent et qui vendent tout. Il y a vraiment un marché du fief qui se déploie, des bonnes occasions d'affaires. Et lui, il se laisse un peu prendre par ça, donc il achète beaucoup. Et en plus, il va acquérir l'hôtel particulier de Vaudreuil à Montréal, rue Saint-Paul, où on se trouve en ce moment. On est sur le site même du domaine de Lotbinière. Et donc, c'est ça, de Vaudreuil, je veux dire. Et puis, Lotbinière revient au Canada et là, il devient un grand seigneur propriétaire terrien. Et en moins de 10 ans, il va tout perdre pratiquement. Il va devoir hypothéquer ses seigneuries. Ouais. La bouchée est vraiment trop grosse pour lui. On va y revenir, mais donc là, vous nous parlez de l'hôtel Vaudreuil. Vous signez d'ailleurs un article dans la revue d'histoire de la Nouvelle-France, numéro 3, qui sort donc début décembre, qui est sorti début décembre. Donc, cet endroit, il est assez méconnu. Là, vous le mettez en avant dans la revue. D'ailleurs, c'est passionnant. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots pour les Montréalais qui nous écoutent? Oui, c'est un peu l'équivalent du château Saint-Louis de Québec. Donc, c'est la résidence... à partir du début du 18e siècle, ça devient le pied-à-terre montréalais des gouverneurs qui sont installés à Québec. Et donc, c'est un bâtiment qui est un peu reconstruit en 1723. C'est pour ça que cette année, on fête le 300e anniversaire. Et puis, quand arrive la conquête, là, c'est évidemment, quand on est en temps de guerre, le gouverneur passe l'essentiel de son temps à Montréal pour être près de la frontière, ce qui fait en sorte que les grandes décisions qui ont été prises par l'état-major de Vaudreuil, les grands débats Montcalm-Vaudreuil de salon, certaines chicanes d'ailleurs, vont se dérouler dans le château Vaudreuil, un bâtiment très important qui va disparaître en 1803 à la suite d'un incendie.
après avoir été transformé en collège. Donc, c'est un bâtiment qui a une histoire très riche et qui est vraiment très méconnu, alors que c'est un lieu de pouvoir central. Oui, tout à fait. Ouais. C'est ce que vous vraiment, c'est ce qu'on comprend à travers votre article. Si il n'y a aucun reste là, si on se balade dans les rues à Montréal, il n'y a rien. On peut, sur la plage Jacques-Cartier, du dallage noir qui indique le contour du bâtiment, mais il faut vraiment être très attentif là, pour distinguer la couleur et prendre le temps de le voir, mais ce n'est pas très indiqué. Là. Mais je vous invite, chers auditeurs, à faire ce travail de jeu de piste, en tout cas. Donc là, il est devenu finalement, il a acheté beaucoup de seigneuries, et puis comme vous avez dit, c'est pas forcément une bonne idée d'un point de vue financier. Mais là, après, ce qui est intéressant, c'est que justement, et ce qui nous transporte, c'est que Lotbinière va aller à Londres. Pourquoi il va à Londres finalement? Oui, c'est que dans le fond, lui, ses seigneuries, il y en avait 2 qui se trouvaient au sud du lac Champlain, donc près d'ailleurs du fort de Carillon. Et puis, quand la proclamation royale est rédigée en 1763, on trace la frontière du Québec au nord du lac Champlain, où elle se trouve toujours d'ailleurs. C'est notre plus ancienne frontière sur le plan québécois qui existe. Et puis, donc, les 2 seigneuries se retrouvent en territoire de la province de New York et les autorités locales ne reconnaissent pas ces seigneuries-là, d'autant plus qu'elles n'étaient pratiquement pas peuplées, là, très peu. Et puis, l'armée britannique, l'armée anglo-américaine, en tout cas, lorsqu'elle est démobilisée, les soldats vont vraiment s'installer sur ces territoires-là, ce qui fait en sorte que Lotbinière demande au moins un dédommagement pour ces titres-là, ce qui l'amène en 1771 à aller à New York et ensuite de là à Londres pour demander un dédommagement. Londres va lui offrir une espèce d'entente au début de 1776 qu'il va refuser. En fait, c'est que ce qui se passe, c'est qu'on est en pleine révolution américaine. On sait que les Américains ont avancé, ont envahi le Canada jusqu'à Québec. Donc, Lotbinière espère peut-être un rebrassage des frontières, et puis ça l'amène à refuser la proposition, et il décide en plus de repasser en France, de redevenir sujet français en quelque sorte. Il offre ses services à Vergennes, qui est le secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Donc, il va le charger d'une mission assez spéciale là, en Amérique. Là. Ouais, on va en parler juste après, mais en fait, ce qu'on voit à travers cet ouvrage-là et ce personnage, c'est on a l'impression que c'est très mouvant. À l'époque, rien n'est sûr et que finalement, ça peut... Ok, les Français ont perdu, mais ça peut rebasculer de l'autre côté. Est-ce qu'on a vraiment ce sentiment-là? C'est le cas, parce que dans le fond, oui, 1760, c'est la conquête, mais la Révolution américaine est une occasion rêvée pour la France de récupérer sa colonie. D'ailleurs, souvent, on va parler de l'abandon du Canada, le fameux abandon de la France, alors qu'en 1760, la France est vraiment à bout de ressources sur le plan maritime. Il n'y a pas d'abandon militaire, en tout cas, et même pas diplomatique, parce que c'est un grand sujet, on pourrait rentrer là-dedans. Oui. Mais par contre, pendant la Révolution américaine, il y avait des possibilités qui n'ont pas été saisies pour différentes raisons diplomatiques qui d'ailleurs se sont avérées fausses là, avec le temps. Mais donc, il y a vraiment, ça bouge, il y a des possibilités. Lotbinière est là-dedans, évolue là-dedans. Il ne sait pas ce qui va arriver, comme tous ses contemporains, évidemment. Mais de plonger dans son journal de l'époque, ça le met d'autant plus à l'évidence, cet élément-là d'inconnu qui existe. Là. Oui, tout à fait. Et donc, là, ce qui est donc dans le cadre de ces fluctuations, donc on a un homme qui, d'ingénieur, est devenu seigneur, et là, tout d'un coup, il va devenir espion. Oui. Alors, expliquez-nous cette histoire. C'est que, dans le fond, Vergennes, là, on est avant l'Alliance française qui va être signée en 1778, l'Alliance entre la France et les jeunes États-Unis. Vergennes, lui, veut savoir ce qui se passe au Canada. Il y a un Canadien qui débarque de Londres et lui, il lui demande d'aller au Canada pour prendre le pouls de la population, mais de façon discrète quand même. Lotbinière, lui, donc, il décide, il accepte la mission, il part, mais en arrivant aux îles Saint-Pierre et Miquelon, il bifurque vers Boston. Ce qui n'était pas du tout sa mission. Là. On ne lui a pas demandé d'aller aux États-Unis pour ça. Et là, il va recueillir de l'information, il va se promener sur les fortifications de Boston, qui est redevenue une ville américaine après l'évacuation des Britanniques. Et puis là, c'est ça, il va écrire au président du Congrès, Hancock,
en se présentant un peu comme l'émissaire de Vergennes, alors que c'était pas du tout ça le plan, encore une fois. Et puis, quand Vergennes va l'apprendre, il va être très, très choqué de ça. Il n'y aura pas de déco, il ne sera pas pris au sérieux par les Américains. Il faut se mettre dans le contexte de l'époque. Il n'y a pas seulement Lafayette qui va se porter volontaire pour la rébellion. Il y a aussi un paquet de Français douteux. On ne sait pas trop d'où ils viennent. Il faut se méfier. Ils prétendent tous être des grands militaires. Et tu as le Binière au travers de ça qui essaie de se faire une place. Après 6 mois, il va décider de revenir en France et de faire son rapport à Vergennes. Et puis là, il va être très, très déçu de la réception, évidemment. Oui, parce qu'on imagine que Vergennes a été un peu courroucé de ce personnage loufoque qui en fait trop, quoi. Oui, exactement, qui a outrepassé sa mission. Alors, donc là, on le voit maintenant de retour à Paris. Donc là, après toutes ces mésaventures-là, quand on lit votre ouvrage, on a l'impression que c'est à Paris qu'il va un peu rebondir, quoi. Là, il n'est pas encore, sa chute n'est pas totalement non, c'est pas consommée. linéaire du tout. Ouais. Évidemment, comme dans toute chose, il y a une espèce de remontée. Donc, lui, ce qui va l'aider beaucoup, c'est la protection de Lévis. Donc, l'ancien général du Canada, successeur de Montcalm. Donc, dans ces années-là, il devient gouverneur de l'Artois. Et puis, pour une raison qu'on explique mal, c'est parce que ce n'est pas indiqué dans les écrits qui sont parvenus jusqu'à nous, il prend vraiment Lotbinière sous sa protection et il va favoriser une révision des rapports négatifs qu'il avait eus dans les années 1750 en raison de Montcalm, notamment de Pont-le-Roi, l'ingénieur en chef. Et là, les fonctionnaires qui sont là à l'époque, c'est plus du tout les mêmes de l'époque. Et d'avant ça, donc ils vont vraiment refaire le dossier de Lotbinière. Et lui, il va obtenir la Croix de Saint-Louis en 1779 et le titre de marquis de Lotbinière en 1784, à 5 ans de la Révolution française. Donc c'est un titre qui ne va pas en profiter si longtemps que ça, du moins pour les apparences. Et puis là, c'est vraiment l'apothéose. Il atteint le sommet, on lui donne des rentes. Disons que l'histoire aurait pu se terminer là, ça aurait été une belle fin pour lui, mais ça va continuer. On va voir, ça va continuer. Et on n'a pas encore parlé de sa famille. Est-ce qu'il a des enfants et est-ce qu'ils vont jouer un rôle en Nouvelle-France et après? Oui, il a eu 2 enfants légitimes qui ont atteint l'âge adulte. Donc, son fils aîné, Michel Eustache, qui va devenir seigneur de Vaudreuil et de la plupart de ses seigneuries, il va lui céder, en fait. Et puis, il y a un fils illégitime qui s'appelle Allainville, qu'il a eu à Londres dans les années 1770. Et celui-ci, on va le voir vraiment grandir dans les écrits de Lotbinière. Il décrit comment il élève cet enfant-là, de façon assez dure quand même. Et puis, cet enfant-là va le suivre jusqu'à la fin de sa vie pratiquement. Et il y a aussi donc sa fille qui, elle, va récupérer ses journaux à son décès, qui a une histoire en soi très intéressante, mais on ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui. Alors oui, parce que son histoire n'est pas finie, n'est-ce pas? Il y a des rebondissements. Et donc là, cette fois, après cette période française plutôt sereine et favorable, finalement, c'est un personnage qui a la bougeotte, quoi. Il va repartir vers de nouvelles aventures. Alors, oui, qu'est-ce qui va à lui cause arriver encore une fois de ses fiefs du lac Champlain. Il espère toujours récupérer un dédommagement, ce qui l'amène à quitter la France pour de bon en 1787. Et il s'installe à New York, où là, il fait encore du lobbying auprès des autorités américaines pour récupérer non seulement ses droits, mais les intérêts sur toutes les années où il n'a pas pu bénéficier de ses seigneuries, ce qui fait une somme épouvantable. Là, c'est inimaginable. Mais lui, il n'est pas dans le compromis du tout. Là. Il est vraiment au sommet. Il demande toujours le maximum. Et puis, ça ne va pas très, très bien se passer, évidemment. Ça le décrédibilise beaucoup. Et en 1790, il retourne au Canada. On se rappelle qu'il était parti de là en 1771, qu'il n'avait pas revu sa femme depuis ce moment-là. Donc, on imagine un peu le choc dans le cadre de porte quand il arrive à Vaudreuil, dans le manoir familial. C'est assez frappant. Et là, il se réinstalle là-bas. Ça ne se passe pas très bien. Il est très rigide envers les censitaires. Et puis, il se brouille avec tout le monde et il finit par repasser du côté américain. Il s'installe à Albany en 1795. Sa femme obtient une séparation de biens dans ce cadre-là. Il se brouille avec ses 2 fils, il les déshérite, et puis il finit par s'installer à New York dans une maison de chambre tenue par un Hollandais. Et c'est là qu'il va décéder de la fièvre jaune en 1798, une épidémie qui fait des ravages à l'époque. Et on va l'enterrer dans une fosse commune. Là, aujourd'hui, c'est occupé par le Washington Square, là, le petit parc. Donc, c'est ça. Il va vraiment décéder un peu dans l'oubli, là, carrément. Là.
Quel destin, c'est vraiment incroyable. Est-ce que justement, donc vous qui avez étudié ce journal, on a la sensation, d'après vous, que il a vraiment joué un rôle? Par exemple, je sais qu'on l'évoque souvent comme étant partie prenante de la rédaction de l'Acte de Québec quand il est à Londres. Est-ce que d'après vous, il a eu vraiment de l'impact ou est-ce que c'est vraiment exagéré? Ben, lui, il aurait aimé ça, avoir l'impact, être le porte-parole des Canadiens. Il espérait tenir ce rôle-là, mais ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Il n'est pas reconnu comme une autorité légitime, mais il va quand même aller au comité parlementaire qui étudie le Bill de Québec, comme on l'appelait à l'époque, et il va prôner, par exemple, l'usage des lois criminelles françaises. Il va proposer la création d'une assemblée de seigneurs, comme en supposant que les seigneurs sont plus responsables, plus fiables, alors que lui-même a fait une quasi-faillite peu d'années avant. Mais donc, c'est ça. C'était vraiment un homme d'ancien régime quand même. Et d'ailleurs, quand la Révolution française éclate, il prend la défense dans ses écrits, du peu qu'on peut voir. Il est touché par le sort de Louis XVI. Donc, c'est ça. C'est quand même, ça reste un homme d'ancien régime, mais qui a quand même milité pour l'indépendance des colonies américaines. C'est toujours difficile d'évaluer la part intéressée versus la part d'engagement réel de sa part. Est-ce qu'il a été séduit par certains idéaux? C'est pas toujours clair, parce qu'on voit qu'il a quand même changé souvent d'allégeance. En 1775, il blâme son fils d'avoir pris parti pour la couronne britannique dans le cadre de l'invasion américaine du Canada. Et l'année suivante, c'est ça, il est vraiment... c'est pas toujours clair, sa pensée, ça change beaucoup. Entre le travail que vous avez mené sur Montcalm et ce dernier ouvrage sur Lotbinière, finalement, est-ce que c'était plus dur d'écrire sur lui ou c'était plus dur d'écrire sur Montcalm? Comment vous vivez ces deux, donc un personnage très célèbre et l'autre beaucoup moins. Comment vous envisagez ces choses-là avec le recul? Oui, ben, c'est deux projets différents parce que Montcalm est très connu, donc il y a le côté démystifier le personnage qu'on a créé de lui parce que Montcalm, on en a fait une icône, une caricature. Donc, c'est ça, c'est de démystifier, rappeler qui était réellement Montcalm et dans quel contexte il a évolué. Tandis que Lotbinière, c'est plus le présenter, le faire connaître parce qu'il est vraiment très peu connu. Et ensuite, expliquer quelle était la valeur de ses jugements et donc de son rôle aussi, vraiment le remettre dans son contexte. Donc, c'est deux projets très différents, là. Et donc, aussi travailler sur la base d'un journal, vous l'aviez déjà fait ou c'était vraiment la première Évidemment, fois? moi, je travaille toujours avec les sources. Comme Montcalm, j'ai toujours utilisé directement les sources. Il y en a énormément. Lotbinière, ce qui est différent, c'est que c'est vraiment un journal personnel. Parce que souvent, on a des relations qui vont traiter d'une campagne, un officier qui participe par exemple, au siège de Québec, il est très conscient que c'est un événement marquant. Donc, il veut garder des notes pour se souvenir. Mais dans le cas de Lotbinière, c'est vraiment un journal intime. Et quand ça se déroule pendant la conquête, c'est quand même très militaire. Il décrit les événements, les manœuvres. Mais quand on est dans la deuxième partie du 18e siècle, là, c'est vraiment, il est dans sa vie domestique. Et ce qu'il raconte souvent, c'est très terre-à-terre. Par exemple, il accuse son domestique de lui avoir volé des bas, une veste. Donc, il se brouille avec la tenancière de sa maison de chambre. Donc, il est vraiment dans le très concret, là. Et là, on découvre un autre personnage. On peut vraiment bien cerner sa personnalité dans ces fragments tardifs de son journal. Ouais, c'est vraiment passionnant. Est-ce qu'il va avoir est-ce qu'il y a des descendants de cette lignée? Oui, mais c'est ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le titre de marquis qu'on lui a donné, ce qui est particulier, c'est que donc, il est marquis de Lotbinière, mais la seigneurie se trouve en territoire britannique à ce moment-là. Donc, il est marquis, mais sans que ça soit associé à un domaine, ce qui était assez novateur à l'époque. Et par contre, c'est transmis aux héritiers mâles. Et son fils, Michel Eustache, va avoir 3 filles, mais pas de descendants mâles. Donc, le titre de Lotbinière s'éteint en principe en 1822 avec la mort du deuxième marquis de Lotbinière. Et les 3 filles vont marier chacun, évidemment, un bon parti. Il y a notamment le Joly, donc une famille suisse, un homme d'origine suisse, qui va développer la branche qui va garder la seigneurie de Lotbinière. Et dont un descendant va être premier ministre du Québec en 1878-79, très brièvement. Et les deux autres branches, ça va plutôt être tourné du côté anglophone. Donc, c'est beaucoup de descendants qui se trouvent aujourd'hui au Canada anglais ou aux États-Unis. Ça s'est un peu éparpillé, mais voilà, c'est vraiment
un éparpillement complet, là. Ont-ils réagi à la publication du livre sur leur ancêtre? J'ai reçu un courriel d'un descendant qui habite aujourd'hui à Londres, qui espérait une traduction, donc le message, l'appel est lancé. Ouais, c'est ça. Voilà. Un éditeur anglophone nous écoute, qui n'hésite pas à nous contacter. Donc vous, Dave Noël, finalement, ce qui est aussi fascinant dans votre œuvre, c'est que là, donc, vous jonglez entre la Nouvelle-France et puis une période beaucoup plus contemporaine, puisque vous avez travaillé sur l'assassinat de Mario Bachchan, vous avez été l'auteur de cette fameuse série avec Antoine Robitaille sur justement Le Dernier Felkiste. C'est une série passionnante que je vous invite à voir, on peut la retrouver en ligne. Comment vous arrivez à passer entre les deux périodes? Est-ce que c'est dur de jongler entre ces deux moments? C'est les mêmes, en fait, c'est la même approche, la même rigueur qu'on doit avoir. La différence, c'est qu'on peut appeler les intervenants, contrairement au 18e siècle, ce qui change beaucoup la donne parce que c'est infini. Mais c'est ça, c'est la même approche, tout simplement. Le FLQ, c'est ça, c'est un peu un accident dans le cadre de mon travail au devoir, je me suis mis à travailler sur ce dossier-là qui est passionnant, parce qu'il n'y a pas seulement Mario Bachchan, mais aussi le volet international, l'ampleur que ça avait pris, le mouvement à l'étranger avec les exilés, à Alger, tout ça. Donc, c'est ça, c'est un projet un peu, c'est un dossier un peu externe, mais voilà, c'est la même approche, tout simplement. Est-ce qu'il y a un parallèle qu'on peut dresser entre les deux périodes ou ça n'a rien à voir d'après vous? J'aurais de la misère à l'établir, là, le parallèle, mais ne serait-ce que, mais peut-être la comparaison, c'est que c'est des pans d'histoire parfois méconnus, parce que par exemple, la conquête, on en parle, c'est célèbre, mais en même temps, on n'en parle pas tant que ça non plus. On se limite aux principaux événements, alors que c'est tellement riche, il y a tellement de rebondissements. Et là, de Bignat, d'ailleurs, moi, je m'intéresse beaucoup à lui aussi parce qu'on dépasse la conquête, on se rend. Et dans ces fragments tardifs, il reparle des événements du Canada 25 ans plus tard. Il est encore habité. Souvent, on s'arrête à 1760 et c'est terminé, on passe à autre chose. Mais eux ne sont pas passés à autre chose. Ils en discutent, notamment avec Dumas, qui était un vétéran de la guerre du Canada. Ils parlent de ça constamment. C'est pas terminé pour eux, là. Ouais, c'est fascinant. Ouais. Donc, vous avez passé combien de temps pour écrire cet ouvrage? À peu près 3 ans. D'accord. Ouais. Et donc là, vous nous préparez quelque chose côté Nouvelle-France ou côté 70? Ça va être à suivre. Voilà. Ah bon, ok, on a vraiment hâte de vous lire. On peut continuer à vous lire dans Le Devoir en attendant, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc là, vous traitez toujours la colline parlementaire? Oui, toujours au Parlement. Parfait. Et donc, eh bien, écoutez, je vous invite à acquérir l'ouvrage de Dave Noël qui est venu nous visiter parce que c'est le salon du livre. Oui. Dave s'apprête à aller dédicacer ses ouvrages. Et je vous invite donc à retrouver ce livre fabuleux, publié aux éditions du Boréal, n'est-ce pas? Oui. Qui vient de sortir. Et je vous dis à bientôt, Dave, pour votre prochain ouvrage alors. Oui, on se reparle. À bientôt. À bientôt. Eh bien, à bientôt pour une nouvelle émission de la Société historique de Montréal, Notre Histoire en tête. C'était Sylvain Lambroso qui recevait Dave Noël.
Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal à l'onglet Émissions de radio ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.